Bon allez, vos gueules là parce que... on va changer de sujet. Alors que cela faisait 10 ans que l'auteur du livre avait contacté Araki pour qu'il l'adapte, ce n'est qu'à l'issue de l'échec de son projet de série télé que le réalisateur sort sa première adaptation, le mythique Mysterious Skin. Brian, joué par Brady Corbett, fait régulièrement des malaises et saigne du nez depuis qu'il a oublié quelques heures de sa vie à l'âge de 8 ans. Il est petit à petit devenu persuadé qu'il a été enlevé par des extraterrestres qui auraient fait des expériences sur lui. Le seul indice qu'il ait pour essayer d'enquêter est la présence d'un autre petit garçon avec lui, dont il ne se rappelle pas le nom. Neil, joué par Joseph Gordon-Levitt, qui pensait alors s'éloigner du cinéma, mais qu'Araki a redécouvert, a eu des relations avec son coach de baseball à peu près au même âge que Brian. Au fil du temps, il a commencé à se prostituer, par choix, tout en se protégeant derrière une carapace pour ne pas s'attacher aux gens et risquer d'être blessé. Il est assez nihiliste et cependant jovial. Il adore sa mère et ses deux meilleurs amis, mais maintient ce qu'il faut de détachement pour vivre sa vie. Alors que Brian tente de percer le mystère de ses souvenirs perdus, il va apprendre que le garçon qu'il voit est Neil. Mais quand il se décide à lui poser des questions, le jeune homme est parti pour New York. Brian va chercher à le connaître par le biais de son meilleur ami, tandis que Neil essaye d'arrêter la prostitution. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent un jour et révèlent toute l'histoire. Sacré changement de direction pour Gregg Araki qui n'avait jamais poussé aussi loin le drame, et tout à fait logique en même temps. On retrouve ici ses thèmes, une réalité fantasmée, une sexualité hors norme et deux personnages en quête d'amour. La scène de fin est la seule où on voit Neil faire preuve de tendresse et de compassion, briser sa coquille et regarder les choses en face. A noter qu'encore une fois, la façon qu'a chaque personnage de percevoir la réalité est essentielle. La narration alterne entre celle de Brian, qui raconte tout à travers le prisme de sa rencontre du quatrième type, et celle de Neil, beaucoup plus terre-à-terre, voire sombre, cynique ou nihiliste. La première chose qui surprend dans Mysterious Skin, c'est le traitement du jeune Neil. C'est la première fois de ma vie que je vois un film qui montre un enfant consentant et qui même se dit amoureux du pédophile, heureux de l'attention que lui porte l'adulte. J'ai eu l'impression que le film traitait l'histoire entre le coach et son élève comme une vraie histoire d'amour. Ça met même parfois très mal à l'aise quand on se surprend à être attendri par exemple par la scène où ils se balancent des céréales les uns sur les autres, et qu'on se rappelle tout à coup du glauque de la situation. Mais ça fait sens quand on finit par comprendre que ce que regrette Neil une fois plus grand, c'est que cette histoire se soit arrêtée, et non qu'elle ait commencé. C'est ce que le film réussit avec brio, rester adroitement entre le malsain de l'histoire et la légèreté avec laquelle elle est filmée. Le film débute avec un générique sur fond blanc et un lent panoramique vers le bas, tandis que des céréales tombent sur le visage du jeune garçon. C'est donc une scène agréable, un moment heureux, que l'on ne découvrira que bien plus tard dans le film être une scène bien plus malsaine. Il faut dire aussi qu'il s'en sort avec brio pour cacher les éléments les plus trash et ne faire que les suggérer, y compris aux acteurs eux-mêmes. Les scènes impliquant un rapport sexuel ont été tournées en deux temps, une fois avec les acteurs adultes uniquement, et une fois avec les acteurs enfants uniquement, qui disposaient d'un script modifié dans lequel il n'y avait rien de sexuel. Dans la scène où le coach enregistre la voix de Neil, son excitation est suggérée par l'aiguille du vue-mètre de la chaîne IFI, et alors que la scène s'interrompt très vite, ce qui s'est passé après sera révélé plus tard, et uniquement par l'audio de cette cassette. Le film montre aussi que le coach n'a jamais essayé de leur faire de mal, y compris sexuellement, ce qui surprend encore une fois par son côté inhabituel. Tout en montrant les ravages causés sur la vie émotionnelle et sexuelle des victimes, il est étonnamment soft avec la relation elle-même. Tout ce film devrait être lourd, sombre, glauque et grave, mais on se retrouve avec des personnages attachants et plutôt joyeux. Un film agréable à regarder, et qui nous laisse avec une sensation de beauté et de libération malgré sa conclusion. Mysterious Skin est un tour de force, un coup de génie, mais c'est aussi un film très simple, du coup je n'ai pas trop envie d'en parler pour ne pas trop le gâcher. D'autant que ça plombe un peu l'ambiance tout ça quand même. Comment il a fait pour se remettre d'un sujet aussi dur, aussi lourd? Ah oui! Oui, j'avais dit qu'on allait en reparler. Anna Faris, l'héroïne des films Scary Movie, défoncée pendant 1h20 de film. Comment peut-on faire mieux pour se remettre d'un film sur la pédophilie? Jane est un déchet humain qui passe sa vie chez elle à dilapider son fric dans des kilos de bœufs qu'elle fume 7 jours sur 7, tout en espérant voir décoller sa carrière d'actrice en ratant lamentablement toutes ses auditions. Un matin, alors qu'une journée chargée s'annonce pour elle, payer la facture d'électricité et se rendre à une audition, elle avale une assiette entière de cupcakes préparés par son colocataire. Ah merci, c'est gentil. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'elle comprend son erreur et réalise que tous ces cupcakes étaient au cannabis. Plus défoncée que Robert Downey Jr. sur le tournage d'Iron Man, elle rachète de l'herbe pour refaire des cupcakes mais la fait carboniser. Commence alors pour elle une journée semée d'embûches où elle devra trouver de l'argent pour payer la facture d'électricité et la weed qu'elle a achetée pour remplacer les cupcakes, ce pourquoi elle devra se rendre à Venice Beach tout en allant à son audition et essayer de comprendre enfin comment avec un tel programme, elle a fini dans une grande roue avec l'original du manifeste du Parti communiste. Le stoner movie est un registre très spécial qui ne plaît pas à tout le monde puisque son but est de glorifier l'usage de substances illicites. Bien sûr, la plupart d'entre eux montrent les déboires des personnages principaux avec les forces de l'ordre. Mais dans ce jeu du gendarme et du voleur, le spectateur est du côté du voleur. Tout le concept du film repose sur le fait que Jane vit une journée complètement folle parce qu'elle est défoncée.
Il y a donc assez peu de choses à en tirer niveau message ou satire sociale, mais malgré tout c'est assez logique. Araki s'efforce depuis ses débuts de montrer une réalité légèrement différente du monde réel. Quel meilleur moyen de l'obtenir qu'en faisant voir le monde au personnage principal à travers le nuage de fumée psychotrope de sa cigarette qui fait rire. Bien entendu, c'est une comédie et le point de vue sera un outil essentiel pour rendre l'état de Jane. Premièrement, les inserts subjectifs. Un insert est un plan destiné à filmer un objet seul et focaliser notre attention dessus. Pour montrer qu'elle fait un effort pour se concentrer, un zoom rapide fait toujours son effet. Deuxièmement, les déformations de l'image, assez basiques pour le coup, mais qu'il a l'intelligence d'utiliser avec parcimonie. Il va également utiliser le son, notamment avec des effets de réverbération à certains moments, mais parfois aussi pour faire rentrer un nouveau niveau de réalité dans le film, comme avec les rires enregistrés. Mais ce sont les effets visuels qui seront les plus utilisés, bien sûr, en notant toutefois que le film possède son propre niveau de réalité dont Jane n'est absolument pas consciente. Truck bed's open. It's headed west to Venice. I don't see the connection. Comme s'il avait une volonté propre, il va s'amuser à switcher entre les réalités possibles et essayer d'expliciter les choses au spectateur, avec l'aide de synthés de texte par exemple. On notera que depuis le temps qu'il filme des artistes vidéo, Araki en engage enfin un pour faire ce générique complètement tripant qui va résumer grosso modo l'histoire telle qu'elle est stockée à cet instant dans la tête de Jane. Et à propos de ce qui est dans sa tête, on notera qu'à nouveau, et ça devient systématique depuis le virage pris avec Splendor, le film bénéficie d'une narration qui est dans la tête de Jane. Mais comme elle est défoncée, elle parle avec la voix de Rose Collie Brown, un acteur afro-américain totalement inconnu en France puisqu'il fait essentiellement des voix et qu'on regarde nos films en VF. Roscoe Lee? Holy shit, you're famous! Yes, I am. Ne pas confondre cela dit la narration par Roscoe, qui vient de la fin de l'histoire, et la vraie voix intérieure de Jane. When I get home, I'm gonna frame a bunch of stuff I love. Like lasagna. Bon, on va parler de Kaboom pour terminer. Hé Hé Prends ça, ça va te booster. Do you want to fuck? Quoi? Do you want to fuck? Mais on se connaît pas, madame. Kaboom! Vous en avez probablement entendu parler à sa sortie, car Araki est revenu en France chercher de l'aide auprès de Why Not, mais aussi du groupe Wild Bunch, et le film a été plutôt bien distribué chez nous et a même droit à sa pub dans les grands réseaux de multiplex tels que Gaumont Pathé, MK2, UGC, etc. Il a été assez mal vendu cependant, ne montrant que les aspects teenage movie portés sur le cul, et pas le patchwork cinématographique qui est vraiment le film. Et moi je suis content, hein. Son premier film qu'il a tourné avec une caméra numérique. Une Red One. En 4K, il a tourné. C'est son seul film avec une telle qualité d'image. Fait chaud ici ou y a de l'écho, non? Smith, joué par Thomas Dekker, est un jeune étudiant en cinéma. Sérieux, je devrais faire un compteur à clichés de personnages de Greg Araki. Allez, vendu. Un jeune étudiant en cinéma qui passe sa vie avec sa meilleure amie étudiante en art. Yeah, but doing it with women doesn't necessarily make him straight. Alors qu'il se rend à une soirée, il a la surprise de tomber sur deux filles qu'il voit constamment dans ses rêves. Une brune qui s'avérera être une sorcière. Si, c'est un cliché d'Araki, parce qu'il y avait exactement le même personnage dans la série télé. Et cette rousse qui lui vomit dessus. Il rencontre à cette soirée London, joué par Juno Temple, encore un talent découvert par Araki, qui profite que le personnage soit complètement défoncé par un Space Cookie. Pour coucher avec lui. En rentrant de chez elle, il tombe à nouveau sur la fille rousse, poursuivi par des hommes avec des masques d'animaux qui vont la tuer avant d'assommer Smith. Oui, parce qu'il y a un changement de registre. Il va passer tout le film à essayer de faire sens de ce rêve et de cet événement étrange, ce qui l'amènera à découvrir l'existence d'une secte dont l'objectif est de provoquer la fin du monde. Kaboom est en de nombreux points comparable à Nowhere, jusque dans le nom du personnage principal. Le plus surprenant, c'est qu'alors que le bonhomme approche de 55 ans cette année, son portrait de la jeunesse est aussi vrai, même s'il est largement exagéré, que celui qu'il faisait à 42 ans sur les jeunes années 2000 dans sa série, ou à 30 ans sur les jeunes années 90 dans sa trilogie. Un exploit assez fascinant. Il faut dire qu'avec Araki, on évolue toujours dans la continuité.
Même son petit détour par le mainstream était limité par son amour de l'indépendance et de la contre-culture. Par exemple, il n'a jamais travaillé avec une telle qualité d'image. Ses 4 premiers films étaient en 16 mm, et ceux en 35 mm n'ont pas eu droit à des transferts numériques très propres. Ici, il tourne avec le summum de la qualité de l'époque, une image en RAW, c'est-à-dire sans perte de qualité, et en 4K, un format qui se démocratise à peine aujourd'hui, 5 ans plus tard. Eh ben rien à foutre. Ça n'a jamais eu de réelle importance pour lui, la qualité de l'image, et il va prendre un malin plaisir à la salir comme un sagouin. Certes, il y a une sacrée évolution dans les effets visuels, mais à plusieurs occasions, Araki va s'amuser à accélérer l'image pour donner plus de rythme, ou la ralentir pour synchroniser de split screen, en laissant son programme de montage ajouter cet effet d'image fantôme absolument dégueulasse, qui résulte du changement de vitesse. Pour autant, il embrasse son passage au numérique, en incluant dans son film des vidéos ou des captures d'écran, alors que jusque-là, il les aurait filmées sur l'écran et ensuite intégrées au montage. De même, les personnages sont très connectés, comme disent les vieux qui veulent faire jeune, session de webcam, fichiers vidéo, chat en MS-DOS gris sur fond bleu. C'est rien. C'est rien. Par toi, tout le monde s'en fout. Tu sais bien ce qu'il veut avec la réalité de toute façon. Hein? T'as pas gueulé pour la découverte dégueulasse d'Unaware? Tu vas pas gueuler pour le problème de chat en MS-DOS? Hein? Le film est donc 100% d'origine numérique. Ça n'a pas de sens! Ça n'a pas de sens! Si, ça a du sens, mais faut avouer que c'est le bordel. Quand je suis allé le voir, je m'étais préparé, connaissant déjà Araki, et j'étais catastrophé pour tous les jeunes dans la salle à qui on avait juste vendu des ados en train de baiser et qui se retrouvaient devant une sorcière, une enquête criminelle, une secte, des mecs qui lisent dans les pensées, le tout enrobé dans une histoire de fin du monde parce que c'est quand même le titre du film. On retrouve donc encore une fois le melting pot de registres, saupoudré d'une énorme dose de sexe pour faire passer tout ça. Et ça marche vraiment bien. On peut même y voir, plus clairement que dans les autres, qui avaient un arrière-goût un peu déprimant, une vraie invitation à profiter de la vie. Le film nous montre essentiellement le quotidien du personnage, qui narre sa propre histoire en voix off, encore une fois, pour dévier sur les autres registres quand il veut faire avancer le récit, et c'est tellement banal, ou plutôt trivial, face au mystère bien plus conséquent du projet de fin du monde de la secte, que c'est comme si Greg Araki nous disait « Vous voyez, ça peut s'arrêter tellement vite tout ça. Pourquoi ne pas faire comme mes personnages? Profitez de vos amis, allez à un concert, rencontrer des gens, apprendre et coucher avec qui vous voulez, tant que vous le voulez. Carpe diem en sorte. » Quoi? YOLO. Ah ok. Le délire, c'est que le film traite tous ces sujets et tous ces registres avec exactement le même sérieux et la même importance. Tu sors avec une sorcière qui peut contrôler tes orgasmes? Mais bien sûr, pourquoi pas? Évidemment, le film a un côté comédie très prononcé, mais après tout, la vie n'est pas toujours dans le même registre. On peut très bien rire à gorge déployée de la rupture de Stella à un moment, et déprimer quelques secondes après parce que le temps qui passe est une salope. Oh vieillesse ennemie. Et il en profite enfin pour faire un nouveau doigt d'honneur à Hollywood, en reprenant les codes du climax, la résolution du film. À renfort d'effets spéciaux, de courses-poursuites, de musique pop qui plaît aux jeunes, il lâche d'un coup toutes les réponses aux questions que se posaient sporadiquement les personnages entre deux plans cul, révèle les enjeux énormes de l'histoire, pour finalement... White Bird in a Blizzard, le nouveau film d'Araki, est comme Mysterious Skin, une adaptation d'un roman, la deuxième de sa carrière. Il semble y avoir conservé ses thèmes, adolescence, découverte de la sexualité, personnage en quête d'amour. Même si le film semble plus conventionnel, il est clair qu'Araki est véritablement un auteur. Je voulais vous en parler parce que ces films traitent de sujets qui peuvent vous intéresser et sont en même temps une expérience comme vous en vivrez rarement. Voici un homme qui récupère le meilleur de chaque cinéma, celui d'Hollywood, ultra codifié, et celui des auteurs, souvent plus sensoriels et déconstruits, et les réunit en les traitant de façon jeune et cool pour créer d'étranges hybrides qui malgré tout fonctionnent parfaitement. Encore une fois, un film d'Araki ne suit pas forcément un chemin, il n'y a pas nécessairement de progression dramatique, et la fin vous apportera parfois plus de questions que de réponses. Mais c'est ce qui en fait des expériences uniques. Certains sont plus accessibles que d'autres, à vous de faire votre choix, mais ne passez pas à côté d'Araki, vous louperiez de grands moments de cinéma. Vous avez tort! Vous avez tort! On va opérer aujourd'hui un retour sur le cinéma indépendant américain avec la carrière... Je vous parle de mecs qui tournent sans autorisation, avec du matériel qu'ils ont récupéré à droite à gauche, de mecs qui... Merde,